La saison du Scorpion 2021. Bonjour Caroline, bonjour Sophia. Salut. Bonjour. Alors le Soleil traversera ce signe du Scorpion du 23 octobre au 22 novembre. C'est le septième signe, non c'est le huitième décidément, le huitième signe du zodiaque. Et donc nous allons introduire cet archétype du Scorpion avec un mot, une idée. Caroline, Sophia. Je veux bien commencer. Moi, le mot qui me vient beaucoup, c'est pas de moi, hein, c'est ce que Luc Biget dit, que le scorpion est l'éboueur du zodiaque. C'est pas très joli comme mot, mais je trouve ça tellement vrai que je trouve qu'on arrive au temps du scorpion où tous nos résidus psychiques ou tout ce qu'on veut pas euh, processer, pardon, je sais pas, c'est pas très français, tout ce qu'on veut pas labourer à l'intérieur, on est obligé d'y faire face quelque part. Et j'ai l'impression que plus les eaux sont stagnantes, hein, on associe parfois, hein, c'est un signe d'eau, un petit peu ces choses de marécage, mais le scorpion, si on stagne justement dans ces eaux-là, on s'embourbe, on est absorbé par quelque chose en fait. Hein. Et donc je trouve, pour moi, le scorpion m'évoque vraiment ce processus, oui, qu'on parle souvent alchimique, de transformation, de métamorphose, où on peut se dépouiller pour toujours avec la promesse de renaître à quelque chose d'autre, à cette impulsion qu'on verra ensuite dans le Sagittaire. Mais on est obligé de passer par là, même si on aimerait sauter la case Scorpion. Oui, moi je suis assez d'accord avec toi. Je trouve qu'il y a une certaine porosité. C'est un mot que j'aime bien. Je trouve qu'il y a une porosité des consciences, de l'inconscient et du conscient, ou une porosité entre comment dire, entre deux personnes, entre deux inconscients. Il y a quelque chose qui se ferait un passage dans la relation notamment. Quand on est en balance, on entre en relation, on est deux, et puis en scorpion, il y a quelque chose qui se mélange et qui émerge. On- l'ombre de l'autre et notre propre ombre. Et par la relation, il y a quelque chose qui va être alchimisé. Et puis, c'est comment dire, la porosité donc, entre ce qui est conscient et ce qui est inconscient aussi à l'intérieur de nous. Tout ce qui va être lapsus, tout ce qui va en fait nous échapper, et tout ce que l'on va rechercher comme étant caché et que nous allons aller explorer, ce qui est dissimulé et que nous allons, comme un explorateur des profondeurs, ramener à la surface. Pour moi, le scorpion, c'est la descente. Vous en avez parlé. La catabase, la descente dans le monde souterrain. C'est une étape nécessaire à tout cycle du vivant. C'est descendre dans le monde de Hadès, mais on peut aussi d'ailleurs dire que ça serait aussi peut-être la descente dans le royaume de la mer archaïque, de la mer chtonique. Avec le scorpion, nous entrons en contact avec cette force qui est à la fois destructrice et créatrice, parce que c'est la même. Donc ça parle beaucoup de pouvoir de l'instinct. C'est la rencontre avec la mort symbolique, la mort de l'ego, la petite mort aussi. En scorpion, comme dans les autres signes d'eau, on parle d'éternel recommencement, car tout ce qui va naître va mourir et renaître sous une autre forme. Euh, et en scorpion, on se rend bien compte que la vie est une sorte d'ouroboros, c'est la force de la transmutation, de la métamorphose. Mais bien sûr, pour vivre la transformation, il faut traverser cette descente, cette douleur, cette perte, ce deuil, cette dépossession. Toutes les phases du processus d'incarnation de cet archétype, en fait, de Scorpion, nous rappellent, je pense, peut-être une seule chose, ou en tout cas, ça serait peut-être la racine de tout le reste, c'est que tout est éphémère et que rien ne dure et que tout est en transformation permanente. C'est ça que ça me fait penser, le Scorpion. Et donc, il y a pour nous, je crois, astrologue, une certaine excitation à entrer dans cette saison parce que voilà, c'est un moment que nous pouvons à la fois redouter et en même temps qui peut nous, voilà, provoquer une certaine excitation dans cette saison au milieu de l'automne, et dans cet axe taureau-scorpion que nous aimons beaucoup, je crois, tous les trois. Et donc, nous allons procéder donc à notre alchimie du ciel habituel, regarder trois séries d'aspects principaux.
de cette saison Scorpion de 2021. Et puis après ça, nous plongerons dans l'obscurité avec le thème, invoquer Invoqué. Oui. l'obscurité. Invoquons alors l'obscurité ensemble. Mais avant, allons regarder un petit peu les aspects principaux de cette saison. Et puis, on va commencer par toi, Sophia, qui va Mm. nous parler d'une nouvelle lune, de la nouvelle lune en Scorpion, qui Voilà. fait une opposition à Uranus le 4 novembre. Le 4 novembre à 12 degrés du Scorpion. Donc, en fait, au fur et à mesure que le Soleil, que Mars, Mercure vont transiter le Scorpion, ils vont de nouveau, et on en a parlé déjà quand c'était ce même passage en Lion, en Taureau, et là maintenant, ça va être à partir du Scorpion. En fait, ces trois planètes vont réveiller le carré entre Saturne et Uranus, qui donc va être activé de nouveau. Et cette lunaison du Scorpion, elle sera très certainement forte, intense, parce qu'en fait, Mars, planète du Scorpion, se retrouve dans son signe. Donc Mars va rester en Scorpion jusqu'au 13 décembre, ce qui va venir renforcer les caractéristiques de ce signe, dont certaines nous en avons parlé juste avant. Donc pour cette lunaison, Mercure sera aussi déjà sorti de sa zone d'ombre. Je crois que c'est juste un jour avant la nouvelle lune. Et sera aussi en train de s'éloigner d'un carré à Pluton, ce qui peut indiquer que la période de transformation peut commencer. La nouvelle lune sera dans une opposition exacte à Uranus en Taureau, comme tu disais, Thomas. Et c'est une nouvelle lune très intense qui pousse à sortir de sa zone de confort. Mais la peur, elle est pas loin, elle est là. On s'attache au connu. Il y a une forme de rigidité qui est bousculée. On a du mal à se séparer, à avancer. Il peut donc y avoir une sorte de cristallisation qui finira par devoir faire une rencontre avec le destin pour amorcer le changement. Mais pour d'autres, peut-être que c'est déjà, ou en tout cas cette lunaison, va permettre déjà ce saut dans le vide que propose Uranus. Ce qui est aussi intéressant, c'est qu'au moment de la lunaison, le Soleil, Mars, Mercure vont, à un moment donné de leur traversée du Scorpion, croiser la route de Neptune par un trigone. Et peut-être qu'à ce moment-là, la dissolution pourra se faire de manière plus fluide. À ce moment-là, il y aura peut-être une compréhension plus large de certains faits que peut-être pour l'instant, au moment de cette nouvelle lune, sont très intériorisés ou font ressortir l'ombre du Scorpion. Peut-être que si nous nous trouvons au milieu de pensées obsessionnelles, dans des situations d'emprise, contrôle, manipulation, etc., que ce soit de notre part ou qui nous revient par projection, c'est peut-être un signal qu'il y a des choses qu'on n'a pas encore contactées et qu'il va falloir contacter en nous pour aller voir comment nous nous sommes mis dans certaines situations, pourquoi, mais aussi qu'est-ce que ça vient dire de nous-mêmes et de notre parcours. Alors les premiers contacts ensuite avec Neptune peuvent peut-être permettre, comme je le disais, de sublimer ce qui provoque inconfort au moment de cette nouvelle lune. Ou en tout cas, cela va peut-être permettre de mieux accepter une certaine inéluctabilité de quelque chose. Ce sera à partir du 12 novembre, lorsque le Soleil fera en fait le premier trigone à Neptune. Après, ça sera Mercure et puis Mars. Mais une chose est certaine ici, avec autant d'énergie, autant de force de l'archétype du Scorpion, qui demande une confrontation avec l'ombre, la nôtre et celle du collectif, qui demande donc à traverser et à intégrer la mort sous toutes ses formes et de différentes manières. Donc on ne pourra pas essayer d'éviter cette étape-là, cette étape nécessaire à toute transformation. Alors je dirais que peut-être ça serait bien de regarder là où vous avez le Scorpion dans votre thème natal, surtout à 12 degrés de ce signe, parce que la maison, les planètes qui s'y trouvent ont une histoire à vous raconter. À la fois une histoire de pouvoir, une histoire de dépossession, mais aussi une histoire de transformation. Voilà ce que j'ai pour cette lunaison. Alors Merci. avant d'arriver à la pleine lune, 15 jours plus tard,
il y a un aspect important qui se forme et que je vais développer à partir de ce que tu as pu dire, Sophia. C'est une conjonction Mars-Mercure. Et cette conjonction Mars-Mercure, elle se fait au beau milieu de cette, enfin, au premier carré de lune, donc entre la nouvelle lune du 4 novembre et la pleine lune du 19 novembre. Ce sera donc le 10 novembre que cette conjonction se forme à 7 degrés du signe du Scorpion. Et c'est la troisième fois que la conjonction se forme, puisque Mercure a été rétrograde. Et donc, cette conjonction s'est formée une première fois le samedi 18 août, samedi 18 août, c'était la première fois hein, dans le signe de la Vierge. Le 9 octobre, une deuxième fois, avec le Soleil et Mercure rétrograde. Et donc, c'est intéressant de voir peut-être ce point-là, cette dernière conjonction, comme un aboutissement de ce qui a pu se passer à travers le voyage de ces trois dates. Peut-être qu'une première décision ou un premier acte a été posé fin août et que cette décision, cet acte a été revu, a été repensé, confronté à une difficulté ou peut-être solutionné le 9 octobre et que dans ce moment-là, le 10 novembre, quelque chose de nouveau peut naître, fort de cette évolution-là. Donc, ça peut être intéressant si vous tenez un petit agenda ou un petit journal de pouvoir vous relier à ces deux autres dates. Mars, tu l'as dit, il est dans son signe, en Scorpion. J'aime bien le voir comme un guerrier de l'ombre, hein, celui qui n'a pas peur de descendre dans ses profondeurs et qui tire sa force de sa persistance. Et conjoint à Mercure, il y a, je trouve, une capacité importante à discerner, à analyser, à voir dans les profondeurs, ce qui est habituellement peut-être invisible à la conscience. Et Mars et Mercure sont quand même deux principes séparateurs. Mercure a cette capacité à discerner, à séparer par la pensée, et Mars, avec son glaive, tranche. C'est vraiment celui qui tranche sans état d'âme. Et donc, dans l'ombre de cette conjonction, on peut avoir un verbe agressif, un verbe qui va être sarcastique, un mental, Mercure peut-être qui va être mis en tension, qui va être submergé par quelque chose. Et ici, ces deux planètes vont former un aspect exact à Saturne. Donc, il y a quelque chose peut-être qui nous engage dans ce signe du Scorpion à la persistance, à l'engagement dans la durée, à l'endurance, à la détermination, une mise à l'épreuve de notre volonté et de la témérité associée à ça. Ça peut aussi être un passage en force avec Mars. Voilà. Et en même temps, c'est peut-être un moment aussi pour décider. On a dit qu'il fallait trancher, et donc peut-être que la décision qui sera prise à ce moment-là nous engagera dans la durée. Donc, c'est-à-dire un moment pour décider, pour se positionner, pour s'engager, ou peut-être se désengager, comme tu le disais. C'est-à-dire que c'est peut-être un moment où il y a des choses à lâcher, à abandonner en faisant un choix, parce que c'est un dernier quartier. Donc, c'est un dernier carré, pardon, et un dernier enfin, oui, un dernier carré entre Mercure, Mars et Saturne. Saturne est redevenu direct depuis maintenant quelques semaines. Et donc, voilà, il reprend sa marche directe et va progressivement reformer le carré avec Uranus une dernière fois. Voilà pour tout ça. Et c'est intéressant de voir que l'on passe finalement du signe de la Vierge, où Mercure était dominant, puisque Mercure est la planète de la Vierge, au signe du Scorpion, où Mars va être dominant. Donc, est-ce que l'on passe de la pensée aux actes? Est-ce qu'il y a quelque chose qui était de l'ordre d'une idée et qui va être précipitée dans une action? C'est peut-être la concrétisation de quelque chose, d'un projet, quelque chose qui avait été analysé peut-être comme une difficulté va être tranché. Enfin, voilà, il
il y a quelque chose où l'on joue, en tout cas, entre deux principes. Alors, quelle planète est dominante? C'est toujours peut-être voilà, c'est peut-être un débat difficile, mais en tout cas, il y a ces deux principes qui s'animent dans le signe du Scorpion, à mi-chemin entre la nouvelle lune et la pleine lune. Et donc, voilà, au moment où l'on tourne cette vidéo, nous sommes le 12 octobre, et vient juste de se former la triple conjonction Mars, Mercure rétrograde et le Soleil dans le signe de la Balance, qui est un signe d'équilibre relationnel et qui en même temps vient d'être mis en tension par ce Mars. Et donc peut déclencher certains conflits, un verbe qui peut être acéré ou certains mots durs qui ont pu être dits. Et donc, je trouve ça intéressant de préparer cette future conjonction en Scorpion à l'aune et à la lumière de ce qui a pu se passer pour vous ce week-end-là du 9-10 octobre. Et puis, il y a un sextile à Vénus aussi, donc il y a une dimension relationnelle forte, je trouve. Je ne sais pas si vous avez quelque chose à rajouter, Sophia et Caroline. Non, c'est super. On parlait aussi en off peut-être d'un rapport à la confrontation sociale, voilà, quelque chose qui vient animer le collectif. Là, ce que tu disais, par contre, ça m'a fait penser à... je crois qu'il y a une tension qui est en train de monter encore plus entre Taïwan et la Chine. Donc oui, peut-être qu'il y aura quelque chose en novembre par rapport à ça, cette confrontation-là, oui. Et puis c'est aussi, comme il y a cet aspect exact à Saturne. Saturne, il pose quand même le cadre social. Voilà, c'est aussi celui qui fixe la loi, et dans le signe du Verseau, des lois pour la société, pour l'humanité, voilà, entre ce qui va être réformé, etc. Et donc, c'est peut-être un moment, je trouve, intéressant aussi par rapport à ça. Voilà pour cet aspect Mars-Mercure en conjonction à 7 degrés du Scorpion le 10 novembre, et puis qui anime donc la croix fixe. Et donc, nous allons passer à la pleine lune en Taureau. C'est une pleine lune avec éclipse. Et elle se formera le 19 novembre en France. Le 19 novembre en France, elle ouvre la saison des éclipses, hein, on pourrait dire ça comme ça. C'est une éclipse partielle de lune. Et pour suivre un petit peu le fil de ce que Sophia avait dit, en temps d'éclipse, souvent on disait que le destin était en quelque sorte accéléré, hein. Comme s'il y avait une suspension, entre guillemets, de notre libre arbitre, mais que les événements qui se jouaient autour des éclipses nous poussaient, je trouve, encore plus à prendre le chemin. Et ça fait même écho un petit peu avec ce que Thomas disait, puisque si Mars, qui est aussi présent dans cette pleine lune, alors la pleine lune se joue toujours dans cet axe Scorpion-Taureau, et il y aura aussi la présence presque exacte de l'opposition de Mars et Uranus, alors même s'ils ne sont pas conjoints exactement à la lune et au Soleil, mais ils seront dans les mêmes signes. Donc il y a aussi je trouve cette urgence, hein, Uranus face à Mars, qui peut... moi j'aime bien, je crois que c'est l'approche de l'astrologie évolutive de Jeff Green, qui dit que Uranus il vient en transit libérer les mémoires traumatiques ou les mémoires profondes. Et en fait finalement je trouve que c'est intéressant parce que Uranus, en nous libérant des mémoires qui fait qu'on répète les situations, il peut libérer une action nouvelle, hein. Et dans cet axe du Scorpion et du Taureau, comme le disait Sophia, le Scorpion, hein, il nous pousse à cette transformation, là où le Taureau a plus tendance à vouloir préserver et quitte à, dans son ombre, rester attaché à des situations, à des sécurités, à des relations qui ne vont pas le décentrer de lui-même, hein. Et là, il y a un peu le coup de foudre qui peut venir pour nous obliger finalement à sortir quelque part de cette zone de confort. Et dans le même temps, moi, je trouve qu'on pourrait aussi voir
cette pleine lune comme l'équilibre. Je me rappelle ici d'un prêtre maya qui disait, justement, donc, quand ils décrivent le cycle des saisons, l'entrée du scorpion, c'est ce qu'ils appellent Shibalba, donc c'est cette descente dans le monde des enfers qui s'appelle Shibalba. Et il me disait, en fait, souvent les gens, ils oublient qu'ils peuvent remonter à la surface. Et moi, je trouve cet axe justement où le taureau qui est, je vais contempler un arbre, je vais apprécier la beauté, je vais regarder la lumière passer. Je trouve que ça équilibre justement le taureau qui a envie, comme on disait, comme je parlais de cet éboueur, qui a envie d'aller chercher en profondeur ce qui se passe, qui a envie de transmuter les énergies, qui a besoin de s'alimenter un petit peu de ces drames ou de ces nœuds pour les défaire. Je trouve que le taureau peut venir nous dire mais comment aussi on peut rendre à la terre, on peut rendre à la coupe du taureau et des fois en restant présent à ce qui est, il y a aussi un processus qui se passe. Hein. Je trouve que c'est aussi beau ce que tu disais de ce Mars, Thomas. C'est même Éric Berru aussi qui disait ça. Hein. Je crois que Mars du Bélier, c'est cet héros des terres extérieures et le Mars du Scorpion, c'est ce héros des terres intérieures, donc qui va combattre le dragon. Mais quand on regarde tous les mythes, il y a toujours un allié. Hein. Il y a souvent des esprits de la nature. Hein. Et ça me fait penser un petit peu, je ne sais pas si je vais un peu trop loin dans ma tête, mais ça me fait penser aussi à cette lune en taureau, voilà, qui peut nous ramener à connecter justement avec les forces élémentaires, à revenir à quelque chose de posé. Et c'est aussi une pleine lune qui sera en carré à Jupiter, donc il y aura un T carré, un T-square. Et je me demandais si il n'y avait pas le risque de fuir dans les concepts face justement à ce processus qu'on est en train de vivre, d'essayer de transformer, d'alchimiser quelque chose, de détacher, détachement. Je me dis, le risque avec le carré à Jupiter, c'est qu'on essaye de vivre ce processus intérieur qui est parfois difficilement nommable, avec des concepts, à se dire, je devrais appliquer telle philosophie, je devrais appliquer telle technique. Et je crois que Sophia, tu avais dit ça dans un podcast au début d'année, que la résolution du T carré, c'était toujours le signe qui manquait. Et le signe là de la croix fixe qui manque, entre guillemets, ou où il n'y a pas de planète, c'est le lion. Et le lion, c'est toujours cette noblesse du cœur, cette spontanéité, c'est revenir... je trouve ça intéressant parce qu'on parle d'invoquer les ombres et de toute cette confrontation à l'ombre, mais c'est comme si le lion, il nous rappelait aussi qu'on peut revenir dans la lumière, que peut-être même on peut descendre dans les ombres avec une forme de spontanéité, que tout n'est pas obligé d'être dramatique, pesant, et grave, analytique. C'est vrai, le scorpion, il oublie ça, oui. Tu as tout à fait raison. Le scorpion oublie ça. Et en fait, quelque part, c'est pour ça aussi, le lion, il vient nous raconter une histoire. En fait, il vient nous raconter l'histoire du héros qui, oui, bon, d'accord, il lutte contre le dragon, il lutte contre l'hydre, mais il est toujours aidé, finalement. Hein. Je sais pas, ça me faisait un petit peu penser à ça, surtout que peut-être pour alléger cette pleine lune qui est en plus conjointe avec l'étoile fixe Algol. Donc Algol, c'était l'œil de la méduse, l'œil de la méduse qui pétrifiait. J'adore ces étoiles. Qui était soi-disant... moi, je me dis, bon, elle est tellement maléfique, je me dis quand même, tout mon taureau touche cette étoile. Je me dis, j'espère que je ne suis pas aussi maléfique avec mon regard. Moi, c'est opposé à cette étoile, alors. Donc, voilà, il y a quelque chose quand même qui... Voilà, donc je me disais, est-ce que la résolution du T carré, ce n'est pas le lion c'est pas aussi finalement la fonction uranienne face à Mars. Uranus, je crois que c'était pareil, Luc Viger disait, mais c'est le grand rire divin. À un moment donné, c'est... en fait, quand on n'a plus rien à perdre ou plus rien à lâcher, ça devient drôle finalement. Hein. Donc moi, je verrais cette pleine lune à une invitation de... Ça va pas être facile, hein, on va pas le cacher, mais peut-être qu'il y a aussi, on peut peut-être en rire, ou on peut peut-être l'imager, ou on peut peut-être en faire de l'art. On peut peut-être... sublimé par Neptune. Voilà, sublimé par Neptune. En se disant, oui, c'est une orbe quand même de 7 degrés, mais pourquoi pas? C'est sublimé par quelque chose qui se dit, comme tu le disais, en fait, déjà, c'est un cycle. Donc, en fait, ça ne va pas durer. Enfin, tout est cycle. Donc, si on n'avait pas traversé ça, on ne pourrait pas profiter de l'énergie du Sagittaire qui viendrait nous dire partons en voyage, allons explorer les nouveaux continents.
Donc, voilà ce que j'avais. J'ai l'image d'une petite fille qui rigole en voyant sa maison prendre feu. Mais non, mais c'est un peu diabolique là. Ouais. Non, mais c'est comment on peut rire, peut-être rire de nos drames aussi en se disant que... Ouais. Oui, Vénus, elle sera en Sagittaire, non? Ah non, Vénus, elle rentrera dans sa zone d'ombre aussi, en plus. Ah Vénus oui, commence à rentrer dans sa zone d'ombre avec la pleine lune. Donc elle sera en Vénus Capricorne. en Capricorne. Oui. Et ça vous inspire quoi, ça, cette Vénus, donc, qui est la planète maîtresse du Taureau et donc de cette pleine lune en Capricorne qui elle dit qu'elle est prête là, hein. Elle est prête à aller. Elle est prête à être Inanna, quoi. Elle est prête à aller sauver sa sœur Ereshkigal. Elle va descendre. Elle sait qu'elle va mourir, mais à la fin, elle sait que son petit ami, comment il s'appelle là? Comment il s'appelle celui qui aide Inanna? Elle lui avait dit, si jamais tu ne me vois pas revenir, et en fait, il va et il l'aide. C'est un peu, je me dis, en fait, on a toujours des alliés, seulement on ne sait pas les voir, des fois. C'est ça, ou alors elle va faire un pacte aussi, c'est possible. Peut-être qu'elle va faire un pacte de Faust, on ne sait jamais. Oui, mais oui, mais après, si on fait un pacte de Faust, on se coupe de notre capacité à aller dans le symbole, donc on ne pourra plus voir nos petits alliés. C'est sûr, mais il y en aura sûrement des pactes de Faust, ça c'est certain. Alors, un pacte de Faust, est-ce que vous pouvez peut-être expliquer ce que c'est pour ceux Vas-y, Sophia. Faust qui a fait c'est Méphistophélès. J'arrive pas à le dire. Méphistolestos, non? Hein? Méphistolestos? Mais oui, j'arrive jamais à le prononcer, moi. Bon, donc c'est en fait... Il a fait un pacte avec le diable. Il a fait un pacte avec le diable. Et qu'est-ce qui se passe? Donc il réclame quelque chose au diable et le diable lui dit oui en échange de son âme au bout d'un certain nombre de... C'est quand Faust commence à vouloir retenir ce qu'il a obtenu et qu'il n'accepte pas la fluidité et la transformation qui doit venir, c'est là où le diable lui dit tu arrêtes la vie, en fait, quelque part, de continuer. Donc, c'est un des mythes du scorpion. Il y en a plein, en fait. Oui, et puis il y a aussi un des signes où il y a le plus... Enfin, je ne sais pas s'il y a autant de mythes. Il y a le plus de mythes. Oui, parce que tu as Perséphone, mais il y a aussi cet épisode dans Faust où il a ses rêves. Il a des visions, je crois, d'un lion. Et en fait, il les prend vraiment au sens littéral, où il se sent super puissant. Et en fait, il se coupe de sa capacité, que son subconscient lui donne des messages qu'en fait, peut-être là où il va, mais il est tellement imbu, c'est un peu le délit du bris, il est tellement imbu de sa puissance qu'en fait, il n'a plus de capacité à discerner, en fait, aussi. C'est peut-être le carré entre le scorpion et le lion, quand il est vécu en ombre. C'est l'hubris qui prend le dessus et on oublie d'être de nouveau dans les entrailles de la terre, de devenir un être chthonique et humble face à ce qui le dépasse. Et vous savez, moi, ce qui me vient, c'est que oui, c'est une période où on peut conclure des pactes faustiens, mais c'est aussi une période où des pactes faustiens qu'on a conclus par le passé peuvent être réveillés. Et c'est le moment où le diable revient et il toque à la porte et il dit voilà les choix que tu as faits et voilà les conséquences. Ça peut être un peu le carré à Saturne que tu décrivais dans l'aspect dont tu parlais de Mars-Mercure, parce que Saturne, c'est un peu celui qui vient payer nos dettes, en fait, qui vient vous dire, vous avez négligé tel et tel truc, maintenant, fais face avec maturité à ce que tu n'as pas, à tes responsabilités que tu n'as pas prises à un moment donné. Alors, ce que l'on dit peut être un peu, alarmant ou peut-être dramatique. Non. Enfin, c'est symbolique, hein. On parle de... Symboliquement, en tout cas. On n'est pas faustiens, nous on n'a pas fait un pacte pour le podcast. On fait un pacte entre nous, puisqu'on on s'est mis d'accord. Un pacte, c'est se mettre d'accord. On s'est mis d'accord pour faire notre podcast, pour donner vie au symbole. Mais oui, enfin, tout ce qu'on dit, c'est symboliquement. Et peut-être que les aspects dont tu parlais, Sophia, à Neptune, sont peut-être l'occasion de venir dissoudre des pactes faustiens par la resensibilisation ou par par l'accueil, le pardon, tout ce qui pourrait être neptunien. Et le sacrifice, forcément, avec Neptune. Désolée. Mais c'est vrai. Enfin, je veux dire, on peut pas ne pas penser que oui,
c'est là peut-être où le sacrifice devient quelque chose, on comprend que ça fait partie du cycle dans lequel on est. Oui, il y a quelque Puisque chose. c'est un trigone, peut-être qu'on dit qu'on ne peut pas, de toute façon, essayer d'éviter l'inévitable. On ne peut pas. Invoquer l'ombre, l'obscurité, pardon. Invoquer l'obscurité, c'est donc le sujet que nous allons essayer de traiter dans ce podcast consacré au signe du Scorpion. Et tu voulais introduire ce sujet, Sophia. L'obscurité, c'est un sujet qui m'est cher, hein, étant moi-même Scorpion, avec pas mal de Scorpions, hein, pas que le Soleil. Donc c'est vrai que l'obscurité, c'est un sujet qui est assez controversé dans notre société qui est avide de lumière, parce qu'il y a cette idée que si on ne voit pas ce qui est devant nous ou ce qui est en train de se concocter loin de notre regard, c'est forcément mauvais. Alors l'obscurité, la nuit, demande forcément à lâcher le contrôle, donc c'est sûrement peut-être là la grande peur de l'humanité, ne plus pouvoir dominer quand il fait nuit, quand on est dans le noir, quand on ne sait pas où on va. En fait, je crois que toute cette peur du noir, de l'obscurité vient de là, de notre peur de perdre la domination. Pourtant, la nuit permet de voir ce qui était invisible par trop de jours. On voit enfin les étoiles, on voit une autre vérité. Hein. C'est là où on se rend compte aussi qu'il n'y a pas que cette vérité que la lumière met en mouvement. Il y a aussi cette autre vérité qui est cachée quand il y a trop de lumière. Donc l'obscurité est aussi ce lieu d'où nous venons tous, l'utérus qui nous a permis de nous développer, c'est aussi le cosmos. Donc je pense qu'il serait très intéressant que chacun de nous s'interroge sur son rapport personnel à l'obscurité, à la nuit, au noir, à l'ombre, au mystère, au secret, à ce qui est profond, à l'immanent, à la mort, à l'inconnu. Et voir là où nous avons peut-être absorbé un dogme, une idéologie qui glorifie l'archétype de la lumière et tout ce qui s'y rattache et dénigre l'obscurité et tout ce qui s'y rattache. Je pense que beaucoup de ce que nous vivons aujourd'hui dans la société et dans tous les domaines d'ailleurs vient de cette racine-là, de ce rejet de départ de l'ombre et de l'obscurité. Donc bien sûr, tout ce qui est dans l'obscurité n'est pas forcément bon, mais c'est pareil pour ce qui est dans la lumière. Tout ce qui est lumineux n'est pas forcément bon non plus. Chacun porte ces deux dimensions en eux. C'est-à-dire, dans le yang, il y a du yin, dans le yin, il y a du yang. Alors peut-être que plus nous invoquerons et entrons en contact avec ces lieux obscurs en nous, plus nous pourrons y apporter de la lumière sans qu'elle prenne toute la place. Mais pour ça, il faut déjà comprendre le rôle de l'obscurité et lui accorder autant d'importance qu'à la lumière. Entrer en contact avec l'obscurité, c'est pour moi comme renouer un dialogue avec le destin d'une certaine manière. C'est vrai que, avant peut-être de te laisser la parole, Caro, peut-être une petite transition, c'est que souvent l'obscurité a été diabolisée. Moi, je pense tout de suite à la chasse aux sorcières, que ce soit à la Renaissance, au Moyen-Âge, ou la sorcellerie incarnée par les femmes, objet du mal, diabolisée par la religion. Va être source de fantasmes les plus obscurs et les plus absurdes, et va cristalliser peut-être toute l'ombre qui est déniée par la société. Et on retrouve encore toute une symbolique forte autour de la sorcellerie, de la magie noire, de tout ce qui se passe finalement aux nuits de nouvelle lune, quand la lune est noire et que la déesse Hécate peut-être règne en maîtresse. Moi, je rebondirais là-dessus et aussi sur ce que disait Sophia. Moi, j'ai toujours, quand on regarde aussi les mythes, il y a vraiment un moment où justement toutes les déesses qui incarnaient une forme d'obscurité, donc il y avait la sagesse du serpent, mais on voit Apollon qui va tuer Draconia. Draconia, c'était ce dragon qui était gardien de l'oracle de Delphes. Gilgamesh qui va chasser Lilith de l'arbre Ulupu.
et donc qui la voue à l'exil. Même on pourrait dire au début la Gorgone, hein, donc la Gorgone c'est ce serpent à plein tête, n'était pas, enfin on disait qu'avec ses deux sœurs, elles étaient des femmes magnifiques, puis elles deviennent ces serpents. Mais il y a vraiment un moment où on voit, entre guillemets, si, les héros solaires. Enfin, est-ce qu'on pourrait, je ne sais pas si vous serez d'accord, est-ce que ce serait la transition de l'ère du taureau à l'ère du bélier, où il y a ces cultes de la grande déesse qui petit à petit, il y a la prédominance on va dire, des religions monothéistes, où il y a une volonté plus de contrôler par le mental que par les forces de l'intuition. Mais en fait, il y a énormément de... même Gaïa, je crois, je ne sais plus par quelle, mais Gaïa, à un moment donné aussi, est reléguée. Enfin, il y a vraiment beaucoup... et je crois que c'est Esther Harding qui dit ça. Elle dit, il y a un moment donné où c'est finalement ces femmes, ces déesses qui incarnaient ces forces chtoniennes ou qui incarnaient ces forces de prophétesse, de connexion avec des forces plus instinctuelles, deviennent, en fait, elles sont détrônées et elles deviennent des épouses, des filles d'eux. Et quelque part, dans ce mouvement-là, on nous coupe aussi notre capacité, comme tu le disais, Sophia, à regarder et à traverser l'ombre, en fait. Bon, je me dis, c'est comme si finalement, ces figures symboliques qui savaient voir dans l'obscurité, qui savaient même capter des choses de l'invisible dans cette obscurité-là, on en a été coupés. Et est-ce que des fois, ce qu'on appelle ce mouvement de retour, entre guillemets, du féminin vient pas symboliser aussi le besoin, surtout à l'heure actuelle, d'avoir des points de repère symboliques pour savoir naviguer ces crises et ces moments qu'on a plutôt tendance, qu'on disait au début du Scorpion, à vouloir échapper, en fait. Mais elles avaient une vraie sagesse, en fait, qui venait de ces ombres-là. Ça me fait penser à l'idée que c'était une sorte de domination, parce qu'il y avait la peur de quelque chose qu'on ne peut pas voir, qu'on ne peut pas comprendre. En fait, il y a trois choses toujours qui me reviennent quand je pense à l'obscurité et puis à l'archétype du féminin. C'est la domination sur la nature, la domination sur la femme, et puis le fait de mettre de côté la psyché et l'âme, en fait, quelque part. Donc tout ça, elles sont reliées, les trois. L'âme, la nature et la femme. On a essayé de dominer, on a essayé de dominer les trois. Donc forcément, on s'est coupé et ça a généré cette aversion à l'obscurité, alors que sans elle, il n'y a rien. En fait. Et en même temps, c'est un processus historique, je pourrais dire, mytho-historique. Enfin, il y a quelque chose qui s'est accompli aussi d'un triomphe de ces figures solaires, de la lucidité, de la raison. On a pu aussi organiser des sociétés. Alors, ces sociétés ont été patriarcales le plus souvent. Et quand on pense par exemple au mythe de Persée, qui vient trancher la tête de la méduse, la gorgone, il est pétrifié. Il y a le risque que ce féminin de l'ombre vienne pétrifier le héros solaire. Donc, Oui, mais ça serait l'idée qu'il n'y aurait que ce féminin-là, alors que non. C'est-à-dire que ça a été aussi peut-être une étape nécessaire pour remettre ce féminin omniprésent et obscur à sa place. C'est comme l'étape nécessaire qu'il y a eu entre le monde, une société de raison pour sortir quelque part de ces ténèbres aussi. Oui. Donc il y a toujours cette idée de... Mais par contre, je pense qu'on ne pourrait peut-être pas appeler ça un progrès. Une évolution, d'accord, mais un progrès, peut-être pas forcément. C'est-à-dire que c'est comme ce que tu disais, il y a du yin dans le yang et du yang dans le yin. Il n'y a pas forcément de bien, enfin quelque chose qui est mal. Il y a un processus et dans l'excès, une ombre qui apparaît et qui grandit. Ce qui est intéressant, néanmoins, et ce sont deux choses contradictoires, c'est que lorsque le héros solaire Persée tranche la tête de Méduse, il y a ce cheval ailé. Ce cheval ailé Pégase pur, qui est cet élan créatif, créateur, et qui peut émerger parce qu'on a pu se détacher des ténèbres
pétrifiante de cet utérus maternel peut-être aussi, et de toutes ces figures de la Dark Mother. Oui, les toxiques. Voilà, et toxique. Donc, dans un côté, on a ça, et en même temps, lorsque le héros tranche la tête des 3 gorgones et de Méduse en particulier, du sang de ces gorgones vont naître les Érénies. Et les Érénies, ce sont ces créatures octoniennes qui ensuite pourchassent les héros solaires. Je pense notamment à Oreste qui tue sa mère Clytemnestre. Donc c'est un matricide. Donc il va à l'encontre d'une loi archaïque. Il tue sa mère et les Érénies viennent le pourchasser jusqu'à ce qu'il se réfugie dans le temple d'Apollon, le temple solaire. Donc il y a en quelque sorte ce réveil et cette vengeance du féminin, et les Érénies, souvent en symbolique, on les associe à de la culpabilité, à quelque chose qui vient ronger, là, en l'occurrence, le meurtrier. Mais ce qui est petit, c'est que de ce sang, Athéna le donne à Asclépias, et on disait qu'il pouvait ressusciter les morts. Oui. Donc c'est marrant, il y a cette ambiguïté en fait du sang. Je sais pas, c'est marrant. Invoquer l'obscurité, c'est aussi cette saison de l'automne qui a commencé qui a commencé à l'équinoxe avec les signes de la Balance. Et en Scorpion, on est au beau milieu de l'automne. Et moi, j'ai cette image aussi de l'ours grizzly et de tous ces animaux qui commencent leur hibernation, qui se réfugient dans l'obscurité. Et je trouve qu'il y a une symbolique forte parce que c'est le moment où dans l'obscurité, on trouve le don du renouvellement, de la métamorphose. Et donc, il y a quelque chose au contact avec la terre, comme tu pouvais dire, Sophia, de l'ordre de la transmutation et de l'alchimie intérieure. Et peut-être que cette traversée de l'ombre et de l'obscurité est nécessaire pour que cette transformation se fasse. Exact. On passe au coup de cœur. Allez, vas-y, Caroline. Alors moi, je suis désolée. J'essaye de ne pas prendre des livres en anglais, mais parfois, c'est ce qui est le plus approprié. Donc moi, j'ai pris un livre qui s'appelle Dancing in the Flames, qui est donc la déesse noire dans la transformation de la conscience de Marion Woodman. Marion Woodman, qui est une analyste jungienne. Alors, elle l'a coécrit, je crois. Mais je trouve que c'était tellement en résonance avec notre thème, puisqu'elle va dans l'analyse qu'elle fait de tous ces hommes et de toutes ces femmes, souvent qui ont des sujets d'addiction, de troubles du comportement alimentaire, voir en fait dans les rêves cet appel de la grande déesse, et donc dans cette ambiguïté à la fois celle qui dévore et celle qui nourrit. Alors elle explique que celle qui dévore, en fait, c'est la méduse pétrifiée, justement, où les gens dans l'addiction vont se satisfaire de quelque chose momentanément, mais en fait, c'est le cycle de la vie est pétrifié, il ne continue plus. Et puis, elle va aussi réclamer justement, que en fait, finalement, la psyché même de ses patients réclame cet appel de cette déesse et de cette... qui peut être Kali, toutes ces déesses de l'ombre aussi qu'on a pu évoquer. Donc voilà, je ne crois pas que celui-là, il y a des livres d'elle qui sont traduits en français, malheureusement. Je ne pense pas que celui-là soit traduit. Il y a aussi un documentaire qui est magnifique, en lien un petit peu avec ce livre. Sophia, comment il s'appelle déjà? Dancing in the Flames. Dancing in the Flames, voilà. Donc, sur Vimeo, je crois, c'est ça. Hein. Il est disponible sur Vimeo. Allez. Moi, c'est un livre, Underland. Il est en français. Hein. Ils ont gardé le titre en anglais. Underland, Voyage au centre de la Terre. Un livre de Robert Macfarlane. Ce livre, il est vraiment extraordinaire. Donc, du coup, je vais lire la 4e de couverture, c'est mieux. Ça va vraiment donner toutes les infos. Underland, c'est le monde d'en bas, les lieux où hommes et femmes enfuissent leurs secrets honteux ou merveilleux. Pendant plus de 7 ans, l'écrivain Robert Macfarlane a visité des sites souterrains,
un laboratoire caché dans une mine de sel sous la mer, des grottes norvégiennes abritant des peintures rupestres mystérieuses, les profondeurs de glaciers d'où surgissent des icebergs monstrueux. Tout ce que nous entreposons, cachons, jetons, laissera une empreinte dans la terre. Quel sera notre legs géologique aux générations futures? En explorant notre rapport au sous-sol, Robert Macfarlane nous transmet un savoir riche, poétique et précieux. Mêlant littérature, science et récit de voyage, Underland est une odyssée puissante qui résonne longtemps après qu'on en a achevé la lecture. C'est vraiment un très beau livre parce qu'il mélange la mythologie et puis en fait il est toujours dans des expéditions voilà, où il va vraiment aller sous terre. Il vient à Paris aussi dans les catacombes, oui, c'est ça, les catacombes. Et puis il est anglais, donc ça commence en Angleterre. Et il va dans des grottes et puis il fait toute cette comparaison avec la mythologie, ce qui se passe dans le monde aussi, par rapport à on n'en a pas parlé, mais l'idée de ce mythe de Faust, quelque part, c'est aussi ce rapport entre l'homme et la nature, et ce qui est en train de se jouer de plus en plus là maintenant. Donc il parle aussi voilà, de ce rapport-là entre l'homme et la nature, et voilà, c'est vraiment fascinant. Et moi, j'ai envie de vous Merci. proposer une plongée dans les mythes parce que finalement, beaucoup de mythes ont une dimension transformatrice et une fatalité. Et donc, j'ai envie de vous plonger dans toutes ces grandes héroïnes grecques voilà, qui nous sont parvenues de l'Antiquité. Et par exemple, Médée, qui est une figure assez fascinante, qui va jusqu'à tuer ses enfants pour se venger de l'abandon de son amant Jason. Il y a notamment une très belle Médée, c'est la Médée de Sénèque, auteur latin. Il y a comment dire, une intégrale des œuvres de Sénèque qui sont publiées, je crois, dans la collection Actes Sud. Il me semble que la traductrice, c'est Florence Dupont, à vérifier, mais c'est une très belle traduction. Et j'avais envie de vous lire peut-être une petite invocation obscure de cette Médée. Oui, vas-y. Elle dit: Je vous invoque, ombre silencieuse, divinité funèbre, aveugle chaos, ténébreux palais du roi des enfers, caverne de la mort défendue par les fleuves du Tartare. Âme coupable, arrachez-vous un instant à vos supplices et venez assister à ce nouvel hymen. Que la roue qui déchire les membres d'Ixion s'arrête et le laisse toucher la terre. Que Tantale puisse enfin boire au gré de son envie les eaux de Pyrène. Il me faut pour le beau-père de mon époux le plus affreux de vos tourments. Que le rocher roulant de Sisyphe cesse de se fatiguer les bras, et vous, Danaïde, qui vous consumez en vain à remplir vos tonneaux, venez toutes, l'œuvre qui doit s'accomplir en ce jour est digne de vous. Et toi, qu'appellent mes enchantements, astre de la nuit, descends sur la terre sous la forme la plus sinistre, et avec toutes les terreurs qu'inspirent tes trois visages. C'est pour toi que, suivant l'usage de mon pays, brisant les nœuds qui retiennent ma chevelure, j'ai erré pieds nus dans les forêts solitaires, fait tomber la pluie par un ciel sans nuages, abaissé les mers et contraint l'océan de refouler ses vagues impuissantes jusque dans ses plus profonds abîmes. J'ai, par ma puissance, troublé l'harmonie des mondes, fait luire en même temps le flambeau du jour et les astres de la nuit, et forcé l'ours du pôle à se plonger dans les flots qu'elle ne doit jamais toucher. J'ai changé l'ordre des saisons, j'ai fait naître les fleurs du printemps parmi les feux de l'été et montré des moissons inconnues sous les glaces de l'hiver. J'ai forcé les flots impétueux du phase à remonter vers leur source. J'ai arrêté le cours du Danube et enchaîné ces ondes menaçantes qui s'écoulent par tant de bras. J'ai fait gronder les flots, j'ai soulevé les mers sans le secours des vents. Au seul bruit de ma voix, une antique et sombre forêt a perdu son ombrage. Le soleil, interrompant sa carrière, s'est arrêté au milieu du ciel, et les Iliades s'ébranlent à mes terribles accents. Il est temps, Hécate, de venir assister à tes noirs sacrifices. Voilà pour cette invocation de l'ombre, et il y en a des très belles dans les œuvres. Merci. Ouais. Merci. Merci beaucoup, Thomas. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à le partager autour de vous, à nous dire votre soutien en mettant 5 étoiles sur tous les endroits où vous les plateformes, oui.
les plateformes, voilà. Et puis, vous rappelez que nous sommes sur Tipeee et que nous sommes en préparation d'une vidéo sur l'année 2022. Voilà, on va vraiment aller voir ce qui se passe en 2022, essayer de comprendre symboliquement ce qui va se jouer dans cette année-là. Et cet épisode sera disponible, cet épisode inédit sera disponible en exclusivité sur Tipeee. Donc, n'hésitez pas à vous abonner à notre compte Tipeee pour quelques euros par mois. Est-ce qu'il y a quelque chose de votre actualité, Sophia et Caroline, que vous souhaiteriez Non, partager? pas pour l'instant. Consultation Pas pour comptable. l'instant, mais ça arrivera peut-être bientôt. Bientôt. Peut-être bientôt. Et bien voilà. Et bien, on vous souhaite une très belle saison du Scorpion et une traversée de l'obscurité avec les belles propositions de lecture que nous avons faites. À Merci. bientôt, Sophia et Caroline. Ciao.